Donc bonjour à tous pour la dernière table ronde de la journée. On retrouve aujourd'hui une table ronde sur comment intégrer l'intelligence artificielle au sein du monde de l'entreprise, parce qu'on a souvent pris l'intelligence artificielle comme étant un objet technique à déployer, mais en fait, ce qui est important dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est les gains de productivité que ça peut faire prendre à l'entreprise en elle-même. Et donc aujourd'hui, l'enjeu des gains de productivité et de comment on l'intègre au sein de l'entreprise, c'est l'enjeu qu'on a voulu porter aujourd'hui. Je vous présente rapidement les gens avec qui on a table ronde. Le premier, c'est Michel-Marie Maudet, qui est directeur général de l'Inagora. Bonjour Michel-Marie. Salut. Merci de ton accueil. Bah écoute, ouais, très bien. Ouais. Ton rôle chez l'Inagora, c'est une boîte qui a été créée en 2000. 2000. Donc qui a aujourd'hui presque 25 ans. Ça ne sera pas le 4 août, mais nous, c'est le 26 mai. Donc comme c'est aujourd'hui, c'est pareil, c'est des ponts, donc on va, je sais pas, on va faire ça, je crois, début juin, à Marrakech. Voilà. Je prends mon billet d'avion. Si tu veux, t'es le bienvenu. Et donc du coup, l'Inagora s'est créé au début autour de l'idée de l'open source. Ouais, alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, là, tu sais, sur la présentation partenaire. Donc ce que je disais, c'est qu'on partage vraiment un ADN commun sur la partie open source. Et l'open source communautaire, donc ça fait effectivement 25 ans qu'on développe ce qu'on appelle cette troisième voie numérique. En 2000, pas de cloud, pas de PaaS, pas d'IaaS, pas de rien du tout. Donc en fait, on était sur l'indépendance vis-à-vis de l'ogre MISO, Microsoft, IBM, SAP, Oracle. Et puis, au fur et à mesure des révolutions et puis d'arrivée des technologies, on a pivoté comme ce qui est logique dans notre type de boîte, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, vous dirigez vous inspirez un des projets d'IA les plus ouverts du marché, qui est Lucie. Déjà, je suis content que tu n'aies pas nommé cette conférence « Comment intégrer un LLM sur une plateforme grand public ?» parce qu'on aurait pu bien rigoler et puis vous faire un vrai retour d'expérience de ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. Non, plus sérieusement, donc là aussi, donc en 2023, je lance cette communauté OpenLLM France avec un manifesto qui dit simplement le sujet de l'IA générative est trop important pour le laisser entre les mains de quelques acteurs et il faut qu'on ait une alternative réellement open source, 100% open source. On pourra y revenir tout à l'heure, mais j'ai donné un peu la définition, mais simplement la particularité de notre travail, c'est que nous, on a une définition des modèles open source qui se rapproche de ce que est la philosophie du logiciel libre dans le domaine du logiciel. Et le premier, enfin en tout cas une des qualités qui m'a toujours intéressé depuis maintenant plus de 30 ans que je fais du logiciel libre, c'est cette capacité à pouvoir reproduire le logiciel. Et donc, si tu veux reproduire un modèle, même si tu as le code, si tu as les poids, mais tu n'as pas les datas, tu ne peux pas le reproduire. Donc le sujet en fait de l'IA générative pour la France et pour l'Europe, il se résume juste à cette question-là. C'est quel niveau de maîtrise l'on souhaite, et si on décide en fait que c'est une technologie suffisamment stratégique maintenant et dans le futur, et qu'il faut la maîtriser de bout en bout, il faut qu'on ait un modèle fondation 100% ouvert, avec des données d'entraînement ouvertes, accessibles. Et surtout quelque chose de disponible pour savoir comment ça marche. C'est-à-dire que n'importe qui puisse ouvrir le truc et se reproduire un autre modèle fondation à partir de vos travaux. Je ne sais pas ce que sera le futur de Lucie dans le cadre de dans l'intégration d'entreprise. Donc j'ai vu des slides d'ailleurs tout à l'heure où j'ai vu que vous l'aviez en fait installé, enfin en tout cas mis en œuvre là, sur les Clever AI Endpoint. Donc merci pour ça. Mais en tout cas, une des vertus, je pense, de notre démarche, c'est que d'avoir en fait un modèle en ce qu'on pourrait dire en boîte blanche, c'est que ça permet, par exemple, aux écoles d'ingénieurs aujourd'hui, à la recherche académique, quand on parle de faire de l'évaluation de modèles, puisque si on parle d'intégrer un LLM en entreprise, il faut déjà savoir correctement l'évaluer. Moi, il faut m'expliquer comment on évalue quelque chose en fait, sur lequel on part d'une boîte noire. Donc la vertu de Lucie et des autres projets que l'on va mener, en fait, cette communauté OpenLLM France, c'est effectivement d'avoir des communs ouverts qui permettent à la fois l'étude, l'adaptation et la reproduction comme on ferait en fait avec un soft open source. Et pour l'illustrer, aujourd'hui dans les instances de conformité, quand on veut passer de l'ISO, du SecNum, etc.,
on a beaucoup de questions qui concernent l'intégrité logicielle, c'est-à-dire de pouvoir garantir d'où viennent les imports qu'on va utiliser dans les logiciels, les librairies, les conformités en termes de licence, etc. Et un des enjeux qui est résolu ou qui sera résolu par Lucie, c'est d'être capable de dire voilà le dataset d'entraînement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un flou gigantesque sur les modèles d'IA qui sont entraînés sur des données de propriété intellectuelle qui ont été absorbées mais sans traçabilité, sans capacité d'audit, etc., qui sont une vraie menace pour les entreprises aujourd'hui. Il n'y a pas encore de cas d'école, je crois pas, mais il pourrait y avoir des artistes qui viennent porter plainte contre une entreprise pour réutilisation d'un modèle. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait, notamment dans la musique. Je ne sais plus comment elle s'appelle déjà cette IA musicale. Suno a Watt 1000 procès au cul aux États-Unis parce que ça génère du Katy Perry. Enfin, vraiment, tu vois, genre. Alors ça, tu je faisais. fais-moi du Katy Perry, le truc te génère du Katy Perry. Alors, non. Si tu lui demandes en fait aussi catégoriquement que ça, en fait, ça va pas répondre. Mais tu lui dis, par exemple, génère-moi en fait dans les yeux d'Amélie par Joe Bassin, ça fonctionne. Comme avec DeepSeek, tu l'interroges en fait sur les événements en fait de 1989. Peint en fait en langage humain, mais tu l'as en bas 64, là tu n'as pas la censure, et donc effectivement tu as la réponse, tu repasses en décodeur inverse, et tu as bien une réponse du modèle qui fonctionne parfaitement. Mais tu veux dire que parfois c'est compliqué de coder des gardes dans un modèle? J'ai quelques exemples à vous donner, si vous voulez. Ouais. Est-ce qu'il y a un module Autoroshi qui débat 64 pour aller inspecter Alors que je travaille là-dessus. Du coup, je continue les présentations. Donc Mathieu Ancelin, bonjour. Bonjour. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Mathieu Ancelin, c'est la personne qui nous a fait rentrer en fait dans notre premier grand compte qui était la Maïf. Donc c'est Mathieu qui a fait ça. Et avec lui, on a codé pendant très longtemps la plateforme Autoroshi sur la base de la Maïf. Et en fait, ils ont décidé de lancer une boîte autour de ce produit open source qui s'appelle Cloud Appim. Et à ce moment-là, on a décidé de collaborer avec eux pour en faire un produit de cloud. Et comme c'est tombé juste au moment où je disais à David Legrand, et gros, ce serait bien qu'on utilise de l'IA un peu intensément chez Clever, au même moment, je suis passé au Jug Summer Camp. Et là, Mathieu Ancelin m'a dit, vas-y, il faut que je te montre un truc que je viens de coder. Et c'était globalement les prémices de ce que je voulais absolument qu'on ait chez Clever. Et donc à ce moment-là, on a trouvé une façon de bosser. Et donc le projet que tu portes open source, Autoroshi, est-ce que tu peux essayer de le définir rapidement pour des gens? Et ensuite, on focus directement sur l'IA. Ouais, mais du coup, donc Autoroshi, comme tu as dit, c'est un projet open source que j'ai démarré à la Maïf il y a quelques années maintenant. Donc globalement, c'est un reverse proxy HTTP. Donc ça vous permet d'avoir toute une boîte à outils au-dessus de HTTP qui va vous apporter une certaine flexibilité dans le fait de proxifier des applications et de peut-être tweaker 2-3 trucs au passage. Et notamment, vous allez pouvoir coller de l'authentification sur une appli où c'est pas prévu, rajouter de l'API management, de la gestion de quotas, des choses comme ça. C'est hyper flexible. Il y a plein de plugins dispo et vous pouvez coder vos propres plugins pour ajouter des fonctionnalités. Donc c'est modulaire, c'est ouvert. Bref, vous pouvez un peu tout faire avec Autoroshi. C'est un produit qui est hyper intéressant. Aujourd'hui, donc le dernier intervenant de la table ronde, c'est Steven Leroux, qu'on ne présente plus. D'accord. Mais je ne sais plus où vient le micro. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est donc tout le monde voit rusher le marché de l'IA. Trump annonce 500 milliards sur ce marché-là. Et on sent qu'il y a un rush sur qu'est-ce qu'est l'IA, mais quasiment en recherche fondamentale. Là, par exemple, le début du sommet sur l'IA a lieu en ce moment à Paris. C'est des chercheurs académiques sur le plateau de Saclay, mais c'est les chercheurs en IA. Et j'ai l'impression que personne ne se pose trop la question de comment est-ce qu'on va le donner aux entreprises, etc. Moi, j'ai envie de faire un sondage rapide dans la salle. Qui utilise l'IA, une IA générative, toutes les semaines, aujourd'hui? Tous les jours? Tous les jours ouvrés? Qui ne l'utilise jamais? Ok. Donc aujourd'hui, on voit que l'adoption, elle est faite. Aujourd'hui, vous utilisez des services auto-hébergés en ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est massivement des services en ligne qui sont générés.
Les gens ont commencé à l'adopter. Est-ce que pour autant, on peut dire qu'il y a une politique officielle de la structure dans laquelle vous travaillez? Oui. Ok. En clair, c'est du shadow. On peut en conclure ça. Et donc tout le monde bosse dessus, mais c'est du shadow. Toi, Michel-Marie, comment tu vois ce marché se structurer? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà un marché où on vous pose la question chez Inagora de ce que vous allez proposer? Donc la réponse est oui. Après, aujourd'hui, ça génère 0 € de chiffre d'affaires, soyons très clairs. Pourquoi? Parce que ça reste aujourd'hui beaucoup d'expérimentation. Parce qu'il y a un grand débat, savoir, ok, ça fait gagner du temps individuellement, mais c'est quoi la création de valeur qu'on a pour l'entreprise? Selon moi, le premier élément. Deuxième élément, j'aime beaucoup l'intervention de David, là, juste avant, David Cosinus, là, que je ne connaissais pas, et je trouve qu'en fait, il a dit un truc, enfin, il a dit plein de trucs sensés, mais un des takeaways que je vais prendre, qui, à mon avis, peut nous resservir dans le cadre de ce débat, c'est que globalement, on n'a pas forcément besoin de la dernière feature ou de générer 600 tokens secondes. Et donc, les gens aujourd'hui qui pratiquent le Shadow AI, c'est pour bénéficier souvent du dernier modèle et d'une rapidité en fait, d'exécution. Et alors que, globalement, si on revoit un tout petit peu ces exigences à la baisse, on peut effectivement faire de l'inférence locale sur des modèles qu'on maîtrise un peu plus, qui sont peut-être pas open source, mais OpenWay déjà. Et globalement, en fait, déjà, on limite quand même la fuite en fait, d'informations. Voilà. Et après, donc, sur les offres, donc, moi, souvent, ce que je dis, c'est que sur un modèle fondation, un modèle qui fait de la complétion, il n'y a pas réellement, en fait, finalement, de business. Je pense qu'on peut tous en convenir. Par contre... D'ailleurs, ils sont quasiment tous open. Open, tu veux dire? Wait. Oui, alors OpenWay, donc effectivement, tu vas pouvoir avoir en fait une liberté d'usage gratuitement. Oui, mais les modèles fondation, il y a très peu de business dessus, ils sont quasiment tous ouverts. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, dans ce cas-là, oui, tu as raison. Et par contre, ce qui nous, la zone d'investissement à côté en fait de l'entraînement et de la continuation de l'entraînement en fait de Lucie, on investit, comme je pense à peu près tout le monde, sur les agents de l'Agentic AI. Et donc d'avoir, et c'est pour ça qu'on a créé Lucie, c'est un peu un modèle de connaissance, c'est un modèle de langage petit, sobre, qu'on va pouvoir embarquer pas très loin d'un agent, qu'on va même pouvoir embarquer pas très loin d'une application. Et c'est ça en fait aujourd'hui qui va faire la différence. Et franchement, j'ai adoré votre présentation tout à l'heure sur les Clever AI Endpoint, puisque globalement, pour répondre à la question, si tu veux, comment on répond en fait à intégrer un LLM en entreprise, bah déjà on utilise effectivement les Clever AI Endpoint, parce que avec effectivement le proxy, tout ce que vous avez mis en place, la partie personnalisation des agents, puisque c'est déjà intégré, bah franchement vous avez déjà fait une grosse partie du boulot pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle d'un modèle. Globalement, si j'essaie vraiment mais ça va, je pense que vous l'avez compris, Lucie, ce que vous avez vu dans la presse, c'est un modèle qui n'a été qui n'a pas eu de pré-prompting, qui a eu une phase d'instruction en fait très limitée et qui n'avait pas en fait de knowledge associé au modèle. Donc soit par un agent, soit par un RAG en fait associé. Donc on s'est mis dans les pires en fait conditions de mise en production en fait d'un LLM. Si tu promptes en fait correctement le modèle, si tu lui mets en fait des connaissances et si tu spécialises en fait le modèle, bah, tu obtiens en fait les démos. Il suffit d'aller voir sur LinkedIn. Et je pense que tu l'as vu, les vidéos que je fais aujourd'hui avec un agent conversationnel où je converse avec Lucie en français, en anglais. Et globalement, bah, ça marche. Et en fait, ça a bien fait rigoler hier les Anglais, puisqu'en plus, dans le prompt, j'avais parlé du crunch et du match de rugby de samedi. Et donc, tu vois, ça fait son effet. Donc, concrètement, donc, un modèle fondation, du prompt engineering, en fait, pour spécialiser et donner un rôle, en fait, extrêmement cadré à l'IA, de la connaissance que tu apportes, soit avec plusieurs techniques, mais en fait le truc le plus simple c'est de faire du RAG et avec tout. Juste rapidement, est-ce qu'on peut définir ce qu'est du RAG pour tout le monde? Bah, tu vas, en fait, pour le dire simplement, c'est que tu vas combiner de la connaissance locale que tu vas aller puiser dans ton système d'information au moment en fait de l'exécution finalement d'un prompt, d'une invite de prompt en fait avec le modèle. Donc on est d'accord que le RAG
s'appuie sur un data lake à peu près structuré d'une entreprise si on veut que ça marche en fait. Alors, data lake ou d'autres sources, mais oui. Ça fait des années qu'on vous emmerde pour structurer vos données. Il y a une vraie raison en fait. Ça sert parfois. Non, bien sûr. Je pense que les vieux de la vieille, en fait, qui ont fait du semantic web ou du graph knowledge et ainsi de suite, c'est sûr que dans les évolutions, à mon avis, qu'on va aller rechercher pour apporter de la connaissance et de la connaissance structurée et efficace à ces modèles de langage, je pense qu'effectivement, les bases de données graphes qu'on a déjà expérimentées ou tout ce qui est description, d'anthologie, ainsi de suite, vont revenir un petit peu à la mode, clairement. Toi, Mathieu, pourquoi est-ce que tu as construit les AI Endpoint à la base? C'est quoi le besoin que tu avais identifié ou juste tu as trouvé ça marrant? Alors, il y a évidemment une partie de j'ai trouvé ça marrant. En gros, il y a un truc qui fait du HTTP. Est-ce qu'on peut aider à faire des choses? Donc, au début, c'était juste dire j'évite de donner mon token à tout le monde et je peux rajouter des clés d'API personnalisées de Toroshi par business unit ou consommateur, quel que soit le use case. Et puis après, au final, plus j'ai utilisé le truc, plus je me suis dit, mais en fait, on peut aller plus loin, on peut aller plus loin. Et puis, au fur et à mesure, ça a fait boule de neige, je t'ai montré le truc. David est venu avec des idées, et puis on a construit le truc au fur et à mesure. Et on arrive à quelque chose qui, quand même, est maintenant plutôt flexible. On peut faire pas mal de choses. Et on a plein de trucs de prévus pour la suite pour que ce soit encore mieux, quoi. Et en plus, on l'a pas montré encore la démo avec le truc qui prend les copies d'écran, là? Non, pas encore. Ça viendra. Ouais, en fait, est-ce que Steven, dans la roadmap de ce qu'on prévoit dans l'IA, tu veux définir les différents éléments, le produit pour développeurs, le produit grand public, et éventuellement ce qu'on entend montrer ensuite? Ouais, à froid, comme ça, direct. Alors, on a déjà montré effectivement tout ce qu'on allait intégrer dans Clever AI et ce qui permet d'avoir une solution entreprise sur l'usage. Alors, on l'a évoqué un peu dans la conférence de tout à l'heure, mais il y a aussi les spécificités pour faire tourner à la fois en inférence, mais aussi potentiellement en micro-entraînement pour tout un chacun, d'avoir une gamme hardware spécialisée avec des images qui vont bien, des accélérateurs qui vont bien. Et si je peux faire une petite aparté sur le sujet, mais je pense que l'inférence, qui est globalement ce qui va intéresser la plupart des gens, c'est-à-dire de faire exécuter ces requêtes, on va aller progressivement vers une spécialisation en fait avec des cartes spécifiques pour ça, et on va sans doute sortir du modèle GPU standard pour aller faire ça, et ça va permettre d'avoir de l'inférence vraiment très très peu coûteuse. Donc sans doute qu'on fournira ces outils-là, mais on va voir où va le marché. Aujourd'hui, c'est un peu tôt encore. On voit quand même les prémices de ça. Tu vois, on parlait de Vessora à un moment donné. Il y a des initiatives comme ça où on s'aperçoit que le marché de l'inférence risque de quitter le générique parce qu'il coûte un peu trop cher. Parce que, comme tout ce qui est générique, ça fait tout, mais ça coûte un peu trop cher pour ce qui pourrait être spécialisé. Et donc sur la gamme hardware, on va avoir des choses qui vont s'intégrer. Par ailleurs, je ne sais plus où j'allais, mais j'avais un autre truc à dire. En fait, c'est une fin de journée, on se comprend. Ah bah si, tu parlais de l'outil, effectivement. Alors, on ne l'a pas présenté parce qu'on garde quelques surprises quand même pour les mois à venir. Mais effectivement, on a développé avec Mathieu un outil qui permet justement d'avoir une intégration desktop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interaction que vous avez avec la machine et le contexte de votre machine fait que vous pouvez avoir de la détection de l'environnement, de l'interprétation de l'environnement, et donc d'avoir un outil qui réagit par rapport à ça. Un des exemples types, c'est que vous êtes sur une vidéo YouTube avec un groupe, et puis vous ne connaissez pas le groupe, et puis vous dites à l'outil, c'est quoi ce groupe par exemple, et en fait il va détecter avec les métadonnées du YouTube, etc. Et il va vous dire c'est un groupe qui est à tel endroit, machin, et puis il passe en concert à côté de chez vous, etc. Ça c'est un exemple ludique, mais dans le métier pour les développeurs, il y a énormément de choses qui peuvent se faire. C'est-à-dire que vous êtes face à une fonction quelconque,
vous n'avez même pas besoin d'avoir une intégration dans l'IDE ou quoi que ce soit. En fait, vous voulez la description ou la documentation de quelque chose, mais en fait, vous appelez votre agent qui tourne sur votre machine, qui va être capable, en faisant le screenshot directement de l'écran, et de vous répondre contextuellement sans avoir aucune intégration, avec l'environnement qu'il y a derrière. Donc, une fois qu'on a ça, même en assistant de vie, c'est-à-dire que tu peux lui dire, bah tiens, j'ai une réunion là, fais-moi ci, fais-moi ça, j'en sais rien quoi, tu vois, précise-moi le contexte, je vais être en retard, précise-moi pourquoi, et en fait, donc il y a énormément de choses, et c'est pour ça qu'on parlait d'agents un peu tout à l'heure, qui permettent l'automatisation et le pilotage par les outils, et qui peuvent vraiment fournir des intégrations qui sont très très intéressantes et qui vont très loin, quoi. Donc on va aller explorer ça. Aujourd'hui, cette intégration-là, en fait, c'est des outils qu'on va fournir d'un côté. Il y a une opportunité pour des fournisseurs d'outils comme nous. Il y a évidemment des opportunités pour des gens qui vont fournir des modèles qui vont tourner dans un cloud ou en local, mais cette notion d'hosting existe. C'est quoi la taille de l'opportunité pour les fournisseurs de services et les intégrateurs de ce truc-là? Est-ce que vous voyez une opportunité ou est-ce que vous pensez que c'est un marché qui va être intégralement mangé par les Anthropic, OpenAI et compagnie? Alors, je vais commencer, mais j'ai l'impression que tu veux prendre la suite après. Pour moi, quand tu développes un service aujourd'hui, il y avait la notion d'API historique. Aujourd'hui, je pense que tu dois le penser dans la consommation automatisée par ces agents-là. Alors, ça dépend ce que tu fais, etc. Mais Anthropic, ils ne pourront pas tout faire, tu vois, ils ne pourront pas couvrir les métiers des gens. Ils sont un socle technologique, ils vont sans doute aller explorer des choses, mais ils ne pourront pas couvrir la diversité, tu vois, des cas. Donc, de mon point de vue, il y a beaucoup de place pour justement du service par-dessus, spécialisé, mais qui a toute velléité à être intégré dans les function calling, dans la manière que peuvent avoir les modèles d'interagir avec des services par ailleurs. Michel-Marie? Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est effectivement une spécialisation par grand secteur d'activité. Et puis, bien sûr, plus tu vas te rapprocher des activités sensibles ou qui sont proches des données personnelles, plus tu auras, comme ça s'est fait auparavant sur les autres industries, y compris sur l'industrie du cloud et ainsi de suite, une volonté d'utiliser des acteurs un peu différents que des mainstream, tu vois. Donc je vois le même type de move, quoi. Et le métier d'intégration, vous le voyez comme étant mort, tout va s'intégrer tout seul, ou non, il y a un énorme boulot d'intégration à faire? Je suis assez partagé, pour te dire. Je participais hier en fait à Open UK, donc il y a une boîte là qui s'appelle Tessel, peut-être que vous connaissez. En fait, ça a été monté par l'ancien dirigeant de SNCC, et donc il développe en fait le AI Native Development. Donc la question, bien sûr, en fait, ce qu'ils essaient de vendre, c'est que globalement, à partir d'une bonne spec, après, tu fais de la génération de code et ainsi de suite. Ouais. Et ouais, ça fait sourire tout le monde, mais et moi aussi. Et parce que la question que je lui ai posée, je lui ai dit, mais comment on fait pour combiner ça? Parce qu'il y a un vrai, effectivement, apport. Je pense que ça fait quoi, 25 ans qu'on me promet la fin du développeur. Oui, mais regarde. Et donc je lui disais, mais tu vois, c'est quoi, comment on arrive à combiner ça avec la formation des jeunes développeurs? Et donc notre vraie difficulté, et c'est pour ça que je vais réussir à t'apporter une réponse à ta question, c'est finalement, c'est quoi le métier demain de l'intégration? Le problème, c'est que en fait, tu vois, on arrive à des âges, enfin en tout cas moi, mais David qui intervenait avant, tu vois, on a tous 50 piges, et en fait ceux qui peuvent mettre ces systèmes, je pense, actuellement en production dans des bonnes conditions, c'est plutôt en fait des gens qui ont de l'expérience, qui ont des connaissances d'infrastructure, d'observabilité, d'évaluation. Et la vraie difficulté, c'est que tu te projettes en fait à 5 ans où effectivement ces outils, ils vont en fait débouler. Comment tu continues à former des gens par étapes, en faisant tu vois, des fails, en fait, en faisant du retry, et ainsi de suite, pour avoir l'expérience de mettre en fait ces systèmes en place. Et donc,
Et là, aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que la combinaison de ces agents, où ça évolue très très vite, hein, il faut quand même ça fait un peu peur hein, de temps en temps quand tu vois ce qu'était le monde de l'agentique il y a 6 mois et ce qui est devenu en fait aujourd'hui avec MCP et effectivement les travaux en fait d'Entropie qui met plein boom en fait là-dessus, c'est chaud. Mais pour répondre à cette question-là, vraiment, c'est qui aura, pas maintenant, mais dans 5 ans, encore la compétence pour évaluer, comprendre, débugger. Et ça, en fait, c'est le vrai sujet, selon moi. Tu vois. Donc, il y aura toujours une activité, mais ça sera celle qui nécessitera le plus haut niveau d'expertise. Alors, donc, nous, il nous reste 15 ans, tu vois, en fait, à faire le truc, tu vois. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Et dans les écoles d'ingénieurs, en fait, aujourd'hui, on fabrique pas des makers, on fabrique des builders. C'est-à-dire, en fait, ils prennent des bouts de Lego et ils assemblent. Le problème, c'est qu'en fait, là, on doit, si tu vois, pour répondre efficacement à cette question-là, il faut remonter, tu vois, un petit peu plus en amont et essayer. Tu le sais très bien, je sais, j'ai pas besoin de te convaincre, mais pour moi, c'est la vraie question. Et hier, en fait, si tu veux, quand je voyais la présentation de cette boîte, je me disais, waouh, super, mais c'est qui fait le job demain, en fait, d'écrire une bonne spec, qui va être capable de débugger, de faire l'évaluation et ainsi de suite. Après, moi, le drame on a arrêté de former les jeunes dans les écoles d'ingé. Je me souviendrai toujours de la fois où un conseil de perf a décidé de faire passer en première année sur 5 ans la formation en AngularJS d'une technologie où ça avait été abandonné par Google avant que les mecs sortent de l'école. Et pour ça, en fait, ils avaient pris les heures sur l'assembleur. Alors que l'assembleur, il est là, quoi. Et personne ne te dit que tu codes en assembleur tous les jours. C'est juste qu'à un moment, savoir comment marche l'assembleur te permet d'être compétent comme développeur. Et je pense que c'est ça le drame. Et aujourd'hui, le pilotage, en tout cas en France, le pilotage du programme des écoles, notamment privées par les sociétés de services qui veulent de la viande prête à mâcher dès le stage, est un sacré drame. C'est assez problématique et ça handicape en fait après les éditeurs comme nous en fait, parce qu'on se retrouve avec des gamins à qui il faut qu'on explique les bases de l'informatique. Par contre, ils savent coller du AngularJS, ce qui aujourd'hui me fait une belle jambe, tu vois. Pour ceux qui ne savent pas, à partir d'Angular 2, c'est devenu du TypeScript et c'est devenu complètement autre chose, comme d'habitude dans un projet Google, hein, première version nerf et ça repart en deux. Moi, j'y vois plutôt une amélioration, c'est-à-dire que le développeur Stack Overflow devient un développeur AI Power. J'ai tendance à te dire que l'AI fera peut-être un meilleur boulot qu'une mauvaise interprétation de Stack Overflow dans ton contexte métier que tu n'as pas maîtrisé, quoi, tu vois. Après, la vraie question qui se pose, c'est en théorie, un développeur qui s'outille d'outils AI, on ne va pas imaginer qu'il va implémenter tout le métier, mais une partie du métier devient de vérifier la bonne implémentation. Alors on peut imaginer que demain, tu as un modèle qui implémente et un modèle qui vérifie l'implème. Pourquoi pas? Mais je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on nous vend le no-code depuis des années, il y a des outils, mais on s'aperçoit qu'ils sont souvent quand même assez limités pour exprimer de la complexité, et qu'à un moment donné, c'est pas magique. C'est-à-dire que si on a de la complexité, c'est parce que la vie est complexe, et que si on la simplifie trop, en fait, on réduit la capacité d'exprimer les choses. Et à la fin, le développeur, c'est ça son rôle. C'est-à-dire que c'est de transcrire une complexité métier dans un outil, dans un processus intellectuel automatisé. Or, on peut se dire qu'effectivement, l'aspect métier est simpliste, certes, oui, on pourra atteindre des choses simplistes. Mais la vie, c'est pas ça, tu vois. On a quand même des cultures différenciées, des façons de faire différenciées, etc. Moi, quand je vois les Américains aujourd'hui, je me dis, je suis pas du tout américain, tu vois. Et donc, ça veut dire que, effectivement, la manière de se comporter est différente, la manière de vivre est différente, et donc la manière de penser, de consommer, enfin tout ça découle d'une complexité qui se traduit aussi dans nos outils. Est-ce qu'aujourd'hui, la possibilité d'utiliser l'IA massivement peut nous permettre de rattraper le retard qu'on a par ailleurs en gagnant des gains de productivité et en rattrapant notre retard industriel sur d'autres autres points? Alors, je ne parle pas pour toutes les industries. Dans la mienne, développeur de cloud, j'y crois que moyennement. C'est-à-dire que
une IA, il faut revenir quand même à la base, c'est qu'elle va être inspirée par ce qu'elle a appris. Google, c'est pas open source, Amazon, c'est pas open source, Microsoft non plus. Donc, qu'est-ce qu'elle va apprendre de comment on fait un bon cloud provider? Elle va te pondre du code, elle va te faire des inférences, elle va te deviner des choses. Mais comment est-ce qu'elle va créer le réseau d'underlay qu'on parlait tout à l'heure avec les bonnes méthodes d'encapsulation, etc. Aucune idée. Hein. Ça, alors là, vous pouvez y aller. Donc, peut-être que dans certains domaines, oui, parce que la documentation, il y a des expérimentations, il y a de l'open source qui fait que elle aura appris contextuellement qu'il y a des choses faisables. Mais dans mon métier, mon cœur de métier, je préfère un très bon expert que je paye très bien et qui fait très bien les choses et qui réfléchit très bien au contexte métier, à un outil qui va me pondre un truc tout seul. Je vais prendre la question un peu plus sur l'angle philosophie et sociétal. Pourquoi on n'arrive pas en fait à faire des économies sur le budget de la fonction publique en France? On pourrait, mais ça crée en fait du chômage. Demain, remplacer des people par l'IA, on fait quoi de ces gens-là? Le vrai débat aujourd'hui... On leur donne plus de boulot à faire. Pardon? On leur donne plus de boulot à faire. En fait, des trucs à faire, il y en a plein. Aujourd'hui, l'enjeu, il est de bosser mieux. Alors, mieux, mais il y a fort à parier qu'à la vitesse où ça va, en fait, vraiment les tâches les plus pénibles, pas physiques, hein, bien sûr, hein, qui sont du tertiaire, on puisse en fait quand même vraiment remplacer. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est quoi notre futur à nous? Donc concrètement, aujourd'hui, c'est bien la question qui se pose, parce que si on revient au sujet de la question, tu vois, la question de pourquoi en fait aujourd'hui ça se déploie pas plus. Moi, je suis intervenu devant différents conseils d'administration. La question qu'on se pose en fait dans le conseil d'administration, c'est de dire, ok, on est prêt à investir. Peu importe si c'est chez ChatGPT, enfin, ou Azure AI, ou en fait chez vous, on comprend qu'il y a des gains sur la productivité personnelle, mais comment je la valorise en fait dans mon compte de résultats? Et en fait, je suis désolé, hein, dans le monde du tertiaire, comment tu fais plus de marge? C'est en ayant, en particulier en France, moins de people. Donc, et alors, donc là où aujourd'hui on cherche effectivement à retrouver le plein emploi, en disant que en fait, le futur de nos retraites, c'est en dimensionnant et en ayant plus de gens en fait, au boulot. Donc on est sur une équation, en tout cas ici, en France, et dans certains pays européens avec lesquels on partage ce modèle social en fait, que je ne remets pas en cause. Mais simplement, en fait, on est quand même face à un truc qui est un peu compliqué, une équation. Donc pourquoi... La question, c'est est-ce que le débat est à la hauteur aujourd'hui? Non, parce que, encore une fois, et je pense que c'est bien en fait qu'on... Moi, ce que je me suis aperçu, c'est que depuis 3 semaines, je passe mon temps à expliquer ce que c'est l'IA. Et surtout ce que ça n'est pas. Je devrais plutôt dire ça. J'explique surtout ce que c'est n'est pas. Et donc, aujourd'hui, on manque cruellement de pédagogie là-dessus pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Déjà, nous, à titre individuel, savoir quels sont nos usages, parce que quand tout le monde a levé la main, j'attendais, tu vois, j'attendais, tu vois, le Shadow AI, parce qu'en fait, bien sûr, comme c'est pas cadré par vos boîtes, donc chacun utilise, et je suis pas sûr que tout le monde fasse bien l'effort quand on fait un copier-coller de son client mail à ChatGPT, d'enlever la signature, les numéros de téléphone, le nom des trucs, donc globalement, il y a de la fuite massive en fait aujourd'hui de données, donc il y a déjà une responsabilité individuelle majeure, voilà, donc il faut faire ce travail de pédagogie. Et après, au niveau des conseils d'administration, mais tu vois, les conseils d'administration, la seule question, c'est de dire, voilà, combien je récupère de points de marge. Mais en fait, si tu veux, ils sont pas cons, hein. Récupérer des points de marge, c'est virer des mecs. Bon, bah, en France, tu vois, c'est pas trop dans le, tu vois, ça fonctionne pas trop, surtout pas en ce moment. Et après, au niveau politique, bah, tu le sais très bien, tu disais ce matin que tu étais dans les hautes sphères de temps en temps. Bon, bah, tu sais que le chemin va être long pour avoir, pas cette hauteur de débat, mais simplement cette réalité du débat. Qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et pour quel modèle de société on souhaite demain associé en fait avec l'apport de l'IA, qui soit bon, positif, très très bon, très mauvais, mais la réalité c'est qu'il va s'imposer. Toi Mathieu, ton avis sur cette intégration entreprise? Vous avez été contacté par d'autres boîtes depuis que tu as réalisé le plugin IA ou
ou c'est pas encore, en fait, c'est pas encore internalisé comme marché? Ça commence en fait. Ça commence vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui commencent à se poser des questions sur de voir. Enfin, je pense qu'ils constatent tous qu'il y a cet usage un peu shadow partout. Il y en a qui commencent à outiller les gens, mais alors mince, on n'a pas assez de licences, tout le monde ne peut pas, machin, etc. Et au final, oui, je pense que là, il y a des gens qui commencent à se dire, comment on fait pour faire la chose de manière systématique, auditée, etc., etc. Donc ça commence doucement. Là, je commence à avoir deux, trois touches sur le sujet. On va voir si ça continue, mais je pense de tout ce qu'on est en train de se dire, je pense que oui, effectivement, c'est... Moi, si je donne mon analyse, hein, c'est quand tout le monde a rush sur la containerisation, Docker, la vente de la boîte, c'est pas si bien passé que ça. Par contre, l'IPO de JFrog, qui a fait le repository bien propre avec du Active Directory et tout, ça a fait pas mal de fric. C'est mon avis très profond, moi, sur cette question-là. Voilà. Je propose d'ouvrir à la salle la possibilité de poser des questions, si vous en avez. Je vais aller moi-même porter les micros. Tout d'abord, merci, parce que c'était super intéressant. J'ai une double question, mais qui est liée. Au niveau des entreprises et dans l'avenir de l'entreprise, est-ce que l'IA, elle est on-premise ou on the cloud? Et est-ce que c'est plein de petits modèles qui doivent s'enchaîner, légèrement fine-tune, ou est-ce que c'est le bon gros modèle 370B de ces familles? Voilà, merci. Je commence peut-être sur un aspect un peu rationnel des choses. Ça dépend, déjà, si tu parles d'inférence ou d'entraînement en interne. Et il y a une rationalité des choses qui est le coût que ça coûte quand même en termes de matériel. Aujourd'hui, le problème qu'on voit, c'est que si tu achètes ton parc tu vois, pour entraîner, ça va te coûter très très cher. En théorie, tu es censé avoir un modèle d'amortissement qui va te servir. Or, très vite, le progrès technique fait que tu déclasses en fait cette valeur-là. Et donc, ça devient aussi un problème pour les entreprises d'investir dans leurs propres infrastructures parce que tu ne l'amortis jamais en fait. En fait, tu vas vouloir amortir sur, mettons, 3 à 5 ans, mais en fait, au bout d'un an, ton concurrent, il a tapé la nouvelle version, et du coup, il est plus performant que toi pour moins cher, et du coup, tu vois, c'est un modèle qui est complexe à amortir. Moi, je voulais parler du modèle d'investissement, je ne sais pas si vous voulez répondre sur la suite de la question. Très rapidement. Il ne faut pas faire des modèles de connaissances, il faut faire des modèles de langue, en tout cas pour la partie texte, mais c'est pareil, ça pourra s'appliquer sur les autres grands médias. Donc plutôt des petits modèles ultra spécialisés. Et donc qui dit petit modèle, donc aujourd'hui la barre en fait, si vous voulez, à l'Inagora, moi j'ai mon Mac M1, donc c'est 11 teraops seconde, donc sur une puce qui a un similaire en fait NPU en fait sur la puce en fait ARM en fait de chez Apple, et donc ça en fait globalement moi je teste les modèles là-dessus, et donc si je considère que effectivement c'est satisfaisant sur une utilisation sur 11, alors que les prochaines puces en fait les Ultra Intel, et en fait il y en a 40, donc voilà, donc ça veut dire en fait ça sera bien sûr plutôt décentralisé, local, voire edge, et franchement je trouve que l'approche d'Apple Intelligence, donc d'Apple, est ainsi intéressante, donc de faire, parce que bien sûr pour l'instant on est très sur des modèles très centralisés, y compris pour l'entraînement, mais donc il y a 3 ans on parlait beaucoup de federated learning, et ça va revenir parce que forcément une fois qu'on aura des tout petits modèles qu'on peut inférer en local, et qu'on aura aussi révolutionné, qu'on sera passé sur le post-transformer sur les modèles, on va être capable aussi d'imaginer de faire l'entraînement pratiquement en continu sur des toutes petites unités. Donc voilà, donc faut plus acheter des actions Nvidia pour l'instant, et le temps qu'ils sortent en fait voilà d'autres technologies, puisqu'ils vont en sortir, et après plutôt de la diversité, de la multitude, mais j'ai pas besoin de vous convaincre, en fait on est je pense tous convaincus que les systèmes centralisés c'est dangereux quoi. Ceci n'est pas un conseil de financement. Après, Apple, c'est quand même la plus vieille des boîtes des GAFAM. Il y a une vraie raison. Ils sont forts. Ils sont très forts. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vais commencer par là et je viendrai te voir après. T'es une feignasse?
Moi, j'ai une question, c'est que... Ouais. La question, c'est l'IA va poser deux gros problèmes. Tu l'as levé en partie sur le fait qu'il va remplacer des personnes qui ont des jobs pas forcément ultra qualitatifs et qu'on va pas savoir quoi en faire. Mais il y a l'autre pendant, c'est que les IA permettent de générer des interactions avec des humains qui a quelque peu tendance à les rendre un peu fous. On n'a qu'à voir les nouvelles arnaques où les mecs ne payent même plus des Ukrainiens pour faire de harmsoning, ils le font directement avec des générations par IA. La question, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir un problème au bout d'un moment où les humains eux-mêmes vont être noyés par ce que ça va produire? Qui se lance? Alors, si personne, je veux bien en fait... Je suis pas là pour répondre à la question. Moi, c'est un truc qui m'obsède. Parce qu'en tant que technologue depuis 30 ans, on voit qu'à chaque révolution, à chaque technologie, il y a ces réflexions-là. Donc, Quentin disait en souriant, voilà, ça fait 25 ans qu'on dit qu'on va tuer le développeur, et c'est pas le cas. Malgré tout, on a tous un collectif, un imaginaire qui nous a été mis en fait dans la science-fiction des années 90-2000, qui est en fait ce scénario de la dystopie où en fait finalement la seule solution, c'est d'exterminer l'humain et en fait que les machines prennent le pouvoir. Bon, je le fais simplement, voilà. J'ai essayé d'écrire autre chose. Donc il suffit d'aller sur le site qui s'appelle 6, donc le chiffre 6 SN 6e sens.ai. Et donc j'ai écrit un bouquin là-dessus. Donc vous pouvez avoir le premier chapitre, le lire, et si ça vous arrive à vous convaincre, peut-être de voir en fait d'imaginer un autre scénario. Et en tout cas, moi je crois en fait finalement que cette IA qui va nous soulager du temps de compute à titre humain, pour faire des tâches parfois qui ne sont pas réellement très intéressantes, sincèrement. En tout cas, moi j'imagine peut-être que ça peut nous permettre de redévelopper ou d'enrichir une autre forme d'intelligence, qui est effectivement l'intelligence émotionnelle, et qu'on réapprenne en fait à vivre mieux ensemble. Alors c'est un scénario complètement utopique, je l'assume, c'est un roman, c'est 8 nouvelles, mais qui... je sais pas, en fait, moi ça m'a fait du bien de l'écrire parce que je me suis projeté peut-être dans quelque chose qui me paraissait plus désirable que finalement ce qu'on nous a mis dans la tête dans les années 90-2000. Et ce que je me dis, donc c'est un peu d'auto-persuasion, c'est que globalement, comme on est acteurs, là, en fait, on est des développeurs, on est des gens qui pouvons agir. Je pense que si on n'imagine pas un scénario alternatif, on ne peut pas se projeter dedans. Et donc, du coup, on ne prend pas en fait, les actions pour faire que ça se réalise. Et donc, globalement, j'ai essayé, donc c'est vraiment un truc, je sais que je suis à contre-courant, j'étais avec Laurence de Villers, en fait, parce qu'en fait, je parle de l'IA comme une partenaire et ainsi de suite, donc elle est anti-contre là-dessus, donc on a eu un échange assez musclé là-dessus, mais vraiment je le crois, je pense que en fait, et c'est pour ça que le livre s'appelle donc IA, une ombre qui réfléchit, donc en jouant sur le double sens du verbe réfléchir, et en fait le sous-titre c'est l'éveil d'un 6e sens numérique. Et globalement, je crois que effectivement, peut-être qu'avec l'IA, ça va nous permettre d'avoir des capacités d'analyse du monde, de la compression du monde, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Hein, le fait qu'en radiologie, on voit bien tous les effets, que des choses que les hommes ne faisaient pas suffisamment, ou les capacités pour le faire plus rapidement, et ainsi de suite, ça c'est indéniable. Et ce 6e sens, pour moi, c'est que ça nous permettrait, peut-être, mais s'il faut qu'on le souhaite et qu'on s'auto-persuade que c'est possible, peut-être de réapprendre à vivre peut-être plus intelligemment entre nous, et de façon un peu plus... cool quoi, voilà. Donc normalement là, comme on n'est plus très loin des bières, donc ça va être, tu vois, on va mettre ça en application dans pas longtemps quoi. Champagne, pardon. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ta question est contextuelle. C'est-à-dire que est-ce qu'elle est contemporaine? Est-ce que c'est à 5 ans, à 20 ans, 50, 100, 200 ans, plus? Et ce qu'elle m'inspire, c'est la citation de Albert Jacquard, un anthropologue, feu Albert Jacquard, qui disait « Le travail aura été un moment dans la période de l'humanité ». Ça rejoint un peu ce que tu dis sans doute, on en est très loin, et en fait on travaille tous à automatiser les tâches,
la pénibilité, n'est-ce pas, du travail, qui dit travail veut dire pénibilité, pour effectivement, quelque part, automatiser plus de choses. Alors, ça échoue parce qu'à chaque fois qu'on automatise, on crée des nouveaux problèmes qu'on doit résoudre. Mais si on considère que d'un point de vue anthropologique, effectivement, on automatise de plus en plus, et on l'a fait pour l'agriculture, par exemple, on l'a fait pour plein de choses, peut-être qu'effectivement, on est sur une trajectoire où demain, ben, on va se retrouver dans ce qui nous rassemble en tant qu'humains, c'est-à-dire que dégager du travail. Alors, par contre, ça veut dire repenser le modèle sociétal aussi. Hein. Ça veut dire qu'on se définit plus dans la société par notre travail, mais par autre chose. Alors, je ne sais pas si la bonne presse ou pas, mais j'ai entendu Oussama Hamar dire un truc qui était rigolo, c'est qu'il ne faut jamais, non plus dans cet intermède-là, sous-estimer l'économie du bullshit. C'est-à-dire que tu peux très bien créer des métiers bullshit qui s'entretiennent en fait en étant arrosé par quelqu'un qui nourrit le bullshit, mais parce que c'est lui qui, mettons, détient l'agriculture, par exemple, tu vois. Et en fait, tu as des séries en fait, qui racontent un peu ce genre d'histoire, souvent, où ils sont tous très occupés, toute la journée, mais à rien faire. Enfin, rien faire. Et c'est un peu ça, les influenceurs, aujourd'hui. Il y avait une question. J'ai encore une question ici. À moins que tu... J'ai encore une question ici. Tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure, vous parliez des modèles qui sont actuellement gratuits et du sujet de souveraineté avec les gens qui partiront sûrement au bout d'un moment vers des solutions qui sont plus en adéquation avec les données. Est-ce qu'on n'a pas un risque qui se reproduise un scénario un peu comme ce qu'on a vécu avec Amazon, Uber, AWS, où les grosses boîtes qui font de l'AI aujourd'hui vont construire des outils et sur lesquels on ne va plus pouvoir se passer, on va s'y habituer, on va rester bloqué, peu importe les conséquences sur les données à caractère personnel dessus. Alors, petit contexte. Si on considère OpenAI et que tu considères une dépendance à OpenAI, aujourd'hui, c'est à peu près 500 milliards d'investissements. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont un objectif à 1000 milliards. À un moment donné, il y a une logique économique derrière. C'est-à-dire que si tu considères qu'aujourd'hui, chaque requête Google que tu devais faire, tu devais payer 30 centimes, est-ce que tu ferais autant de recherches Google, tu vois ? Donc, le problème d'OpenAI demain va être de justifier de cette valeur-là. Et tu vois, enfin, l'actu a quoi, 2 semaines, et on s'est aperçu que DeepSeek, avec beaucoup moins, ils ont peut-être pas autant maîtrisé le sujet. Mais ils s'en approchent, et c'est peut-être pas aussi bien, mais c'est peut-être suffisant, tu vois. Et à un moment donné, on va se dire qu'effectivement, un modèle comme Lucie, tu peux peut-être le faire tourner en petit chez toi, et je partage ce que tu dis, c'est que l'inférence, elle va être spécialisée, elle va tourner en local. Il y a même des acteurs comme ZML qui permettent de faire des choses avec de l'exécution dans le cloud pour le gros du modèle et venir finaliser sur ton inférence sur la partie privée de tes données en local. Donc il y a des choses très, très intéressantes là-dessus. Mais tu vois, il y a un moment, il y a une rationalisation des choses. Aujourd'hui, c'est sûr, l'argent est gratuit. Tu vois, donc on a l'impression que tout est établi, tout est écrit. Mais c'est très très récent. Enfin, je vous rappelle que GPT, il y a 2 ans, il y avait les œufs de vache, il y avait tout. Enfin, tu vois, tout ce qu'on reproche à Lucie aujourd'hui, GPT coche tout. Hein. Donc, attendons de voir ce que va donner Lucie sur la maîtrise des données, déjà, parce que ça, c'est très important. Et les modèles économiques, eh ben, on verra, quoi. De toute façon, c'est un sujet qui va se poursuivre. Sauf s'il n'y a pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est de remercier nos intervenants pour cette dernière table ronde.